Bonjour et bienvenue dans cette émission du 5 février 2024 de cette Web TV sur laquelle je vous propose de jour en jour une information franche et directe, sans concession ni tabou, accessible, honnête et sourcée, en vous rappelant que grâce au soutien de mes abonnés et donateurs, je suis totalement indépendant et donc libre de mes propos. J'aimerais revenir aujourd'hui sur la dynamique communautaire de l'entraide que nous avons commencé à aborder la semaine passée, en mettant en lumière un certain nombre de caractéristiques de cette modalité à la lumière de la crise dans laquelle nous sommes engagés. La crise, on le sait, connaît beaucoup d'assonances dans différentes langues et étymologiquement autour du moment du choix, le moment d'une opportunité. Plongé dans une situation nouvelle, la force d'inertie de nos habitudes et de nos manières habituelles de voir le monde devient totalement insuffisante et donc nous avons à sortir de notre zone de confort, à réinventer notre rapport au monde pour pouvoir trouver une issue à ce qui est en train de devenir hautement problématique. Alors, je rappelle bien sûr que nous sommes dans une période de transition entre deux époques. Il y a un monde qui est en plein effondrement et qui, dans les soubresauts de l'agonie, adopte des postures délirantes. Et puis, il y a un monde en gestation qui n'est pas encore né, et nous sommes aujourd'hui dans ce choc frontal entre les aspirations profondes de la population et l'intention de ceux qui détiennent le pouvoir et qui, eux, cherchent à contrôler, à verrouiller les choses d'une manière qui passe inévitablement par la terrorisation et l'asservissement des populations. Et dans ce moment de grande tension, évidemment douloureux et préoccupant à vivre, on voit effectivement l'émergence de nouvelles formes de sociabilité à une échelle sans précédent. Alors, il se trouve que je suis un des spécialistes de la question des groupes d'entraide et du rétablissement en santé mentale, donc je vais me permettre de vous inviter dans une exploration de cette modalité qui nous permettra ensuite de tisser des liens avec ce que nous sommes en train d'observer. Alors, de quoi s'agit-il? L'entraide autogérée est effectivement une modalité à la fois communautaire et thérapeutique, étant donné qu'elle déploie un effet thérapeutique bénéfique sur les personnes concernées, qui voit des gens se réunir autour de la réalité de faire face à une même problématique, à une même préoccupation, ou vivant des situations similaires. Les personnes concernées y trouvent de l'aide et de la solidarité, mais s'engagent également en prenant une responsabilité personnelle. Je choisis de m'inscrire et de faire l'effort de m'inscrire dans ce groupe. J'y apporte la contribution de mon expérience, de ma sensibilité, de ma manière de voir les choses, et je suis ouvert à recevoir des autres, à travers l'écoute attentive, ce que eux-mêmes ont rencontré sur notre route. Et donc, il y a vraiment tout un ensemble de ressources, et donc il y a vraiment tout un ensemble de ressources thérapeutiques, mais au sens large, qui se déploient à l'intérieur de ces groupes que je vais vous décrire maintenant. En relevant encore en préambule qu'il y a eu une explosion énorme de la modalité des groupes d'entraide depuis bientôt un siècle. Le premier d'entre eux, et j'y viendrai dans quelques minutes, est les alcooliques anonymes qui ont en quelque sorte complètement bouleversé la donne en alcoolologie. Mais il y a eu d'innombrables groupes qui se sont constitués depuis, certains fonctionnant à peu près sur le même modèle des alcooliques anonymes, c'est-à-dire avec cette notion d'anonymat. Alors on trouve les narcotiques anonymes, on trouve les outre-mangeurs anonymes pour les personnes souffrant de troubles alimentaires, on trouve les émotifs anonymes, enfin voilà, tout un ensemble, une constellation de groupes qui fonctionnent sur le même principe, et puis d'autres groupes qui n'ont rien à voir avec ce modèle, mais qui malgré tout mettent en œuvre la dynamique de l'entraide autour de problématiques de santé mentale ou de difficultés psychosociales. Donc on a des groupes d'entraide pour personnes dépressives et bipolaires, on a des groupes d'entraide pour personnes psychotiques, on a des groupes d'entraide pour personnes en situation de précarité, on a des groupes d'entraide en réalité pour toutes les difficultés existentielles majeures auxquelles on peut penser, incluant aussi bien sûr des maladies somatiques. Vous avez des groupes d'entraide pour patients diabétiques, pour patients cancéreux, pour patients souffrant de troubles neurologiques, et puis parfois avec des curiosités qui peuvent sembler quelque peu anecdotiques vues de l'extérieur. Il existe par exemple des groupes d'entraide pour personnes de très grande taille ou de petite taille. Évidemment que si vous mesurez 1,40 m ou 2 m,
eh bien vous vivez un ensemble de réalités dans la façon d'habiter votre environnement qu'une personne mesurant 1,70 m ou 1,80 m n'imaginera même pas, ou dont elle ne pourra pas concevoir la nature. Et donc, le fondement des groupes d'entraide, c'est le fait de se retrouver pour s'entraider, pour faire face à une difficulté précise. Alors, le groupe d'entraide des alcooliques anonymes, c'est une sacrée histoire, je vais me permettre de vous la conter dans ses grandes lignes. Mais donc, il faut savoir qu'au moment où les fondateurs se rencontrent, c'est-à-dire le début des années 1930, l'alcoolisme est considéré comme étant une maladie incurable et sans espoir. C'est l'expérience des psychiatres et des soignants. Une personne alcoolique ne peut pas s'empêcher de boire, et même si elle fait des sevrages à répétition, avec tous les risques que cela implique, parce que le sevrage de l'alcool est un des plus violents qui soit de tous les produits psychotropes, eh bien malheureusement la personne inévitablement repart boire à outrance, et donc sa relation avec la bouteille est malheureusement impossible à interrompre, à soigner durablement. Alors, il y a quelques personnalités, dont le psychanalyste Carl Gustav Jung, qui avait eu l'intuition que quelque chose pouvait se jouer à un niveau existentiel, on le dira comme ça, ou spirituel, et notamment avec cette fameuse aphorisme qu'il avait prononcé, « Seul le spirituel peut se substituer au spiritueux ». Mais toujours est-il qu'on retrouve au début de l'aventure des alcooliques anonymes deux personnes, un homme d'affaires new-yorkais, Bill Wilson, et un médecin, Bob, le docteur Bob, et qui les deux étaient dans cette situation d'avoir vu se développer dans leur vie un alcoolisme fulgurant et de se rendre compte qu'a priori, ils n'avaient aucune chance de s'en sortir, et donc voilà, d'essayer de trouver absolument une solution. Et à un moment donné, Bill Wilson, qui avait participé à ce qui s'appelait les groupes d'Oxford, qui étaient en fait des groupes de développement personnel, si vous le voulez à l'époque, très inspirés de la religiosité protestante, eh bien avait quand même compris l'intérêt d'un certain inventaire personnel, c'est-à-dire visiter l'intériorité pour voir ce qui fonctionnait relativement bien et ce qui posait problème, de sorte à envisager une évolution. Mais malgré ça, il ne pouvait s'empêcher de rechuter. Et puis un soir, il a eu l'intuition d'aider un autre alcoolique dans la même situation que lui. Et il s'est aperçu, en rencontrant le docteur Bob, qu'après avoir partagé avec lui ses peurs, ses espoirs, la réalité de son expérience, il avait perdu le désir de consommer. Il avait échappé à l'envie irrésistible de boire. Alors je vous la fais courte, mais ça a été le point de départ de ce groupe d'entraide absolument étonnant, dont il faut savoir qu'il a changé littéralement la vie de millions et de millions de personnes à travers le monde, et qui a constitué une grande interpellation pour les soignants. Les médecins, les psychiatres avaient l'impression de comprendre l'alcoolisme de manière théorique, d'avoir des pistes de traitement pour lesquelles, même s'ils s'apercevaient que ça ne permettait à peu près jamais de générer une amélioration, c'est ce qu'ils avaient l'habitude de faire. Et tout d'un coup, des personnes concernées, des alcooliques eux-mêmes, trouvaient une modalité d'entraide qui leur permettait de devenir abstinentes, mais également de partager une méthode avec d'autres personnes. Et il y a effectivement eu une diffusion absolument spectaculaire de ces groupes et de leurs modalités thérapeutiques à travers le monde. À tel point qu'on trouve aujourd'hui des groupes des alcooliques anonymes dans à peu près tous les pays, et puis que leur définition du mal qu'ils vivaient en tant que maladie, entendu au sens large, c'est-à-dire que pour eux l'alcoolisme n'est pas une faiblesse de caractère, n'est pas un vice, n'est pas une dépravation, c'est une maladie, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui fait que certaines personnes ne peuvent pas contrôler leur rapport à des substances psychoactives, en l'occurrence l'alcool, mais cela peut concerner, à travers le phénomène de l'addiction, d'autres substances également. Et donc, il y a eu ce regard extrêmement étonnant croisé entre les personnes concernées elles-mêmes qui avaient découvert quelque chose qui se substituait à l'impuissance de la médecine, et puis les médecins qui, évidemment, d'un côté étaient intéressés par ça parce qu'ils voyaient enfin quelque chose à proposer à leurs patients alcooliques, et puis en même temps étaient malgré tout, vous savez que la profession est quand même quelque peu enclose dans des logiques de domination et d'orgueil, trouvaient quand même un petit peu vexant le fait qu'il exista une possibilité ailleurs que dans ce qu'il pouvait proposer.
Mais évidemment que, in fine, c'est un faux débat. Parce que la réalité, c'est que ce qu'une personne concernée, quelle que soit la difficulté dont elle souffre, peut trouver dans un groupe d'entraide est complémentaire et différent de l'aide qu'elle peut trouver auprès d'un professionnel. Et ce qu'on observe aujourd'hui la plupart du temps, c'est que les personnes concernées, à nouveau, quelles que soient leurs difficultés, vont chercher des ressources dans les groupes d'entraide et vont chercher des ressources auprès de professionnels, mais d'une manière qui, effectivement, a changé le devenir de millions et de millions de personnes à travers le monde. Alors ceci me conduit naturellement à vous parler des processus de rétablissement. Qu'est-ce que le rétablissement? C'est la possibilité de se relever et de retrouver une qualité de vie après un épisode ou une situation, ponctuelle ou durable, passablement problématique. Et en fait, on a commencé à comprendre il y a une quarantaine d'années, les études du professeur Ciampi à l'université de Lausanne sur les personnes schizophrènes datent des années 80, qu'en fait, contrairement à la représentation collective que nous avions, un grand nombre de personnes avec des pathologies considérées comme très graves et même parfois incurables, eh bien, se rétablissaient malgré tout. Et ce que le professeur Ciampi a montré à cette époque, c'est que dans la grande cohorte des patients schizophrènes, eh ben, un tiers d'entre eux se rétablissaient définitivement, c'est-à-dire avaient pu avoir des épisodes psychotiques extrêmement graves et intenses, mais n'en connaissaient plus pour le reste de leur vie après un moment donné. Un autre tiers connaissait une succession d'améliorations et de péjorations, mais avec du soutien, des apprentissages, de l'entraide, pouvait malgré tout retrouver une qualité de vie. Et donc même si la difficulté n'avait pas disparu, il y avait un devenir possible autre que la répétition de la souffrance, et malheureusement un tiers des patients qui ne connaissaient qu'une péjoration dans la durée de leur état et finissaient en règle générale par se suicider tellement cela était douloureux. Et la prise en charge des personnes souffrant de schizophrénie s'est évidemment beaucoup améliorée depuis cette époque. Mais donc l'important est qu'il n'y a pas d'absence d'espoir, même dans des conditions graves, et on sait par ailleurs, mais ça reste un mystère qui lui aussi contrarie quelque peu la médecine, qu'il existe, y compris sur le plan somatique, des guérisons ou des rémissions inexplicables. Donc on a des personnes avec des dossiers médicaux totalement étayés par un ensemble d'analyses et de preuves biologiques qui, par exemple, avaient des tumeurs cancéreuses au stade terminal et qui, miraculeusement, s'en sont rétablies. Alors, dans le cas de maladies somatiques de cette nature, c'est exceptionnel. On sait que ça existe, mais c'est très peu fréquent. Mais malgré tout, avec un effort de compréhension. Qu'est-ce qui fait que certaines personnes trouvent le chemin d'une guérison inexplicable? Par contre, dans le domaine de la santé mentale, Dieu merci, c'est beaucoup plus fréquent. Et donc, tout un courant s'est intéressé au rétablissement. Je me permets de mentionner que j'en ai été un des pionniers, puisque j'ai parlé des groupes d'entraide dès la fin des années 90. Les premières théories sur le rétablissement sont arrivées en langue française en 2002-2004, notamment par le Québec. La France a mis plus longtemps à s'y intéresser. Mais donc le rétablissement, c'est ça. C'est un peu le pendant de la résilience. La résilience, c'est comment est-ce que je résiste à quelque chose qui pourrait me détruire. Le rétablissement, c'est comment je me relève une fois que j'ai vécu quelque chose de très problématique qui m'a empêché de continuer à vivre normalement. Et en fait, les groupes d'entraide sont vraiment des incubateurs à rétablissement. Certaines personnes peuvent se rétablir en dehors des groupes d'entraide. Et même, par exemple, pour les personnes alcooliques, le modèle des alcooliques anonymes est très efficace, mais ne convient pas forcément à tout le monde. Et il y a d'autres personnes qui peuvent se rétablir de l'alcoolisme par d'autres moyens. En général par l'abstinence, mais on a vu également depuis quelques années arriver des stratégies de contrôle de la manière de boire qui peuvent fonctionner pour un certain nombre de personnes, mais pas forcément pour tout le monde. Mais donc toujours est-il que la modalité de l'entraide, où les gens se réunissent pour s'entraider les uns les autres autour d'une difficulté commune, remplit une place toute particulière. Et on a vu par exemple la croissance carrément exponentielle de cette modalité. Donc il y avait quelques dizaines, voire centaines de groupes d'entraide différents au début des années 80. Aujourd'hui, on est littéralement à des milliers et des milliers de groupes. Et puis on a vu tout un ensemble de groupes d'entraide littéralement se créer à travers les collectifs autour de la maltraitance que la gestion catastrophique et crapuleuse de la crise Covid nous a fait vivre.
C'est-à-dire que les personnes qui ont été exclues, ostracisées, dénigrées, stigmatisées, injuriées, privées de moyens de revenus, mis dans des situations précaires et difficiles, évidemment ont vécu une maltraitance psychosociale et économique extrême. Et donc, naturellement, dans des cas comme ça, c'est l'intérêt de la crise. C'est qu'on est obligé de se mettre en chemin et d'aller chercher du soutien auprès de personnes dont on se sent proche. Et donc j'en reviens à cette idée que j'ai déjà mise en avant sur la base de commentaires que j'avais trouvés sur Twitter, c'est que c'est vrai que la gestion totalitaire de la crise a fait exploser un ensemble de liens d'appartenance. On a perdu des amitiés, certaines personnes se sont éloignées de leur famille, ont perdu leur inscription professionnelle, mais en ont fait naître d'autres, et autour justement de besoins communs, mais aussi d'une forme de sensibilité particulière. Et donc il y a de nouvelles tribus qui se sont créées, exactement dans la ligne de ce que Michel Maffezoli a décrit de longue date, et de manière intéressante. D'ailleurs, je partagerai avec vous un article que j'avais écrit en 1999 sur les groupes d'entraide, et où je me référais déjà, bien sûr, de la compréhension de Michel Maffezoli et de ce qu'il dessinait à cet égard. Alors venons-en maintenant aux vertus propres des groupes d'entraide. Pourquoi est-ce que c'est une modalité particulièrement intéressante et qui semble avoir un effet aussi puissant, au moins potentiellement, sur des parcours de vie extrêmement compromis? Eh bien, évidemment que le premier agent de transformation positif est l'identification empathique avec les autres. Puisque je rencontre des gens qui ont vécu à peu près la même chose que moi, qui sont à peu près dans les mêmes situations que moi, eh bien, il y a quelque chose qui brise le sentiment de solitude par rapport à une problématique de vie. Il y a une sociabilisation de la souffrance et du vécu, mais qui agit aussi comme un catalyseur de ressources internes d'auto-guérison. Et qui, sans cette mise en commun, peine souvent à être activée. Et avec un phénomène extrêmement intéressant que j'ai retrouvé dans les collectifs qui se sont constitués autour du Covid, c'est le fait que c'est un extraordinaire laboratoire d'identification et de différenciation. Et notamment dans les tours de parole qui peuvent avoir lieu, j'ai participé à un certain nombre d'entre eux, ce qui m'a vraiment frappé, c'est la qualité de l'écoute. Chaque personne était pleinement attentive à ce que chaque membre du groupe partageait à tour de rôle. Et cette qualité d'écoute, cette ouverture au vécu de l'autre, permet ce processus où à la fois je vais devenir conscient de certaines choses que je vis parce que quelqu'un d'autre l'exprime. Nous n'avons pas toujours une relation extrêmement claire avec nous-mêmes. Nous avons des mécanismes de défense, de protection, du déni, de la minimisation, de la rationalisation, de la projection. Et parfois, c'est en entendant quelqu'un d'autre parler de la difficulté qu'il vit que je vais me dire, mais bon sens, ça moi aussi, c'est ce que je vis à l'intérieur alors que je n'en étais pas forcément conscient auparavant. Et puis, le corollaire, bien sûr, c'est que si je m'identifie à certaines choses, je me distingue aussi à d'autres égards. Et donc, dans ce que les autres personnes vont partager, je vais pouvoir me dire « Ah, non, ça, moi, c'est pas comme ça. Chez moi, c'est différent. Voilà plutôt ce que je vis à la place. » Mais donc, cet input majeur d'expérience partagée permet tout un travail d'élaboration personnelle qui, en lui-même, est profondément thérapeutique, étant donné qu'il s'agit fondamentalement de la rencontre avec soi-même, mais de la rencontre bienveillante. Donc, en entendant d'autres membres du groupe, je vais ressentir beaucoup de bienveillance et d'empathie par rapport à leur situation. Je vais même être bouleversé parfois. Quand j'entends des parents qui ont perdu un enfant après une injection génique, ou une personne qui a été complètement condamnée à une mort sociale étant donné le rejet du milieu professionnel dans lequel elle a été, évidemment que ça va me toucher. Et vous voyez, cette communion, ce partage de l'affect, est quelque chose en lui-même qui est extrêmement thérapeutique si on le place dans une dynamique positive. Et le second agent de transformation majeur des groupes d'entraide, c'est le partage de savoirs pragmatiques et concrets. C'est-à-dire qu'il y a, issu de l'expérience collective, tout un ensemble de ressources et de suggestions d'expériences qui sont susceptibles d'aider. Et là, on voit bien la différence. Un professionnel qui lui-même n'a pas l'expérience de la difficulté aura tout un savoir
qui pourra être potentiellement utile, notamment sur la base de ce que la science met en lumière. Par exemple, les thérapies cognitivo-comportementales peuvent être très utiles en disant mais observez votre manière de penser, certaines pensées vont avoir tendance à déclencher certaines émotions vont vous donner envie de consommer ou vous mettre dans un état dépressif ou au contraire hypomane. Donc vous voyez, bien sûr que le professionnel peut apporter des savoirs utiles. Mais dans un groupe d'entraide, on partage des savoir-faire concrets. Là, j'ai traversé un désir irrépressible de boire, où là, j'ai commencé à entendre des voix très négatives qui se sont manifestées, et voilà ce que j'ai fait, et voilà ce que j'en ai obtenu. Et donc, en fait, il y a vraiment, vous voyez, une qualité d'expertise qui est différente. Et on pourrait dire que le savoir est du côté des soignants, la connaissance est du côté des personnes concernées. Connaître, c'est naître avec, c'est se construire avec. Et quand, effectivement, on a partagé des choses, qu'on les a appliquées et que ça a produit des résultats, j'ai des connaissances. Et bien sûr, des compréhensions par rapport à ce que je vis. Et donc, vous voyez l'émergence de ces groupes d'entraide, et on dirait que plus une société a tendance à rompre les liens, historiquement, l'être humain vivait dans des villages ou des villes à proximité de ces groupes d'appartenance et y restait toute sa vie. Vous savez qu'on considère qu'on a à peu près 200 relations significatives au cours d'une vie. Et dans un contexte villageois, vos 200, donc c'est des relations qui comptent pour vous à un moment donné ou à un autre de votre vie, c'est pas juste vos collègues de travail, mais certains d'entre eux peuvent devenir significatifs. Et donc dans un contexte traditionnel, vos 200 relations étaient dans votre environnement et vous viviez toute votre vie avec. Aujourd'hui, comme nous avons des parcours où souvent nous nous déplaçons, nous déménageons, nous choisissons des inscriptions qui n'étaient pas les nôtres au départ, bien évidemment que ces 200 relations se déploient en quelque sorte à travers l'espace et le temps, mais c'est ce qui reste malgré tout comme assise relationnelle, comme valence relationnelle principale. Et donc plus nos fonctionnements sociaux se découpent, moins il y a de continuité dans ces relations fondamentales, plus on voit apparaître des microcultures de nature tribale qui, elles, travaillent de manière extrêmement dense autour des questions d'appartenance et d'inscription communautaire à partir précisément, comme nous l'avons vu, de vécus spécifiques. Et avec un renversement extrêmement intéressant. Les groupes d'entraide se caractérisent par le fait d'être très denses sur le plan de la microculture. On se retrouve régulièrement entre personnes qui nous comprenons les uns les autres, là où des gens de l'extérieur ne peuvent pas forcément nous comprendre. Nous partageons tout un ensemble de ressources et de compréhensions qui nous aident à grandir. Et à l'intérieur des groupes d'entraide, ce qui est intéressant, c'est que l'identification au vécu douloureux produit une sorte d'inversion des valeurs. Des statuts stigmatisés au niveau collectif, au niveau macro-social, deviennent à l'intérieur des groupes d'entraide, au niveau micro-social, des vecteurs d'appartenance, mais de qualification. Soyons suspendus, vous l'avez bien entendu dans les médias et dans la classe politique, c'était vraiment un statut extrêmement méprisé, extrêmement attaqué, extrêmement dénigré. Eh bien, dans un collectif, non, soignants suspendus, c'est une marque d'appartenance, mais c'est aussi une valorisation. Il en a fallu du courage pour choisir d'être suspendu plutôt que de céder au chantage. Il en a fallu de l'intégrité pour ne pas se laisser faire. Et prendre les risques qui vont avec, parce que de soi à soi, ça ne se négociait pas. Vous voyez ? Et donc, dans les groupes d'entraide, personne alcoolique. Si vous êtes alcoolique dans la vraie vie, vous êtes un chien dans un jeu de quilles. Mais quand tout d'un coup, vous arrivez dans un groupe d'entraide pour personnes alcooliques, il vous est dit, c'est une phrase qu'on trouve chez les alcooliques anonymes, tu es la personne la mieux placée pour en comprendre et en aider une autre. Ok, je suis la personne la mieux placée. Mieux qu'un psychiatre, mieux qu'un psychologue, mieux qu'un médecin, mieux qu'un président de la République. Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc un statut dévalorisé devient un socle, un ferment de valorisation. Le deuxième ordre de validation qu'on trouve dans les groupes d'entraide, c'est qu'il y a tout un ensemble de marqueurs culturels. Il y a un langage propre, il y a des formes de rituels
qui s'installe, souvent qui passe par la convivialité d'ailleurs. Hein, on mange et on boit ensemble, on fait des activités, il y a un temps d'écoute, il y a un temps de réflexion sur les actions à mener. Il y a les personnes en vue, celles qui sont un peu les responsables ou qui impulsent une dynamique. Il y a ce corpus empirique de suggestions et de solutions face à certaines situations. Parfois, il y a des systèmes de parrainage ou de mentoring, où quelqu'un qui a plus d'expérience va accompagner quelqu'un qui en a moins pour le guider à travers son évolution personnelle. Et donc, il y a non seulement une intégration, voyons, de sociabilité, mais il y a même tout un ensemble de systèmes de valeurs qui sont proposés et qui vivent de facto à l'intérieur des groupes. Alors j'avais participé en l'an 2000 à Montréal à un congrès d'anthropologie médicale et de la santé où j'avais proposé une conférence sur le thème « Le modèle des 12 étapes », donc celui des alcooliques anonymes, une spiritualisation sociale de la thérapeutique. Parce qu'en fait, la spiritualité est aussi au cœur des processus de rétablissement, que vous soyez croyant ou non. Hein, la spiritualité ne dépend pas d'un système de croyance en particulier, ni du fait d'avoir une inscription religieuse. Ça a à voir plutôt avec le sentiment d'une transcendance et qu'il y a quelque chose de sacré dans l'existence, quelle que soit la manière dont vous le définissiez. Mais l'autre élément de la spiritualité, c'est vraiment l'être ensemble. Quand nous sommes ensemble, hein, et je reprends les expressions de Michel Maffezoli, quand nous nous serrons les coudes, quand nous nous frottons, quand nous nous soutenons, quand nous nous étreignons, quand nous nous donnons des câlins, quand ça ne va pas, vous voyez ce que je veux dire? Quand il y a cette proximité et le fait de se regrouper dans une intention commune qui relie tout le monde, il y a nécessairement quelque chose de l'ordre de la spiritualité qui émerge d'une manière ou d'une autre. Et ce que j'ai trouvé vraiment de très fort dans les collectifs où je suis allé, je me permets de le redire une fois de plus, c'est qu'il n'y a pas de chef. Alors certaines personnes m'ont dit « Ouais, mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous au sujet des leaders, il faut des gens qui inspirent les autres. » Et bien sûr, c'est tout à fait vrai. Mais il y a une caractéristique croisée extrêmement intéressante dans les groupes d'entraide, qui est qu'il y a déjà une égalité de départ qui tient au fait d'avoir souffert de la difficulté. Donc, chez les alcooliques anonymes, tout le monde est alcoolique, ils se considèrent eux-mêmes à risque de rechute, et donc, il n'y a pas des gens qui sont au-dessus des autres. Par contre, il existe bien sûr une expérience, et par exemple, quelqu'un qui a 30 ans d'abstinence n'est pas au même niveau que quelqu'un qui a 3 jours d'abstinence. Ça ne gomme pas les différences. Mais la réalité, et ça c'est tellement conforme à la vie, c'est que la personne qui a 3 jours d'abstinence, ou qui même possiblement n'est pas encore abstinente, peut aider la personne qui a 30 ans d'abstinence. Elle va peut-être partager quelque chose que la personne qui a 30 ans d'abstinence, qui à ce moment-là en souffrance dans sa vie, sur le plan conjugal, sur le plan professionnel, ça va lui être utile. Et donc, il y a quelque chose de très sain, je trouve, qui est qu'il n'y a pas une égalisation qui, de toute manière, est fictive, mais en même temps, le fait que chaque personne est à un stade différent de son parcours et doté de compétences et de qualifications différentes, n'induit pas de rapport de force, n'induit pas de hiérarchie. Et notamment, dans cette détermination, des personnes qui prennent des responsabilités, parce que bien sûr, il faut que les groupes fonctionnent, donc il y a besoin de trésoriers, de modérateurs, de gens de secrétaires qui font les envois, peut-être de responsables qui prennent contact avec d'autres collectifs. Donc il peut bien sûr y avoir des investissements et des postes de service, mais qui précisément sont des postes de service. Et dans les groupes anonymes, il y a cette très belle phrase, nos responsables sont des serviteurs au service du groupe, ils ne gouvernent pas, et c'est toujours la conscience du groupe, c'est-à-dire l'intelligence collective telle qu'elle peut naître d'échanges constructifs allant vers une finalité qui est de trouver des solutions ou d'améliorer les choses, qui, in fine, a le dernier mot. Donc bien sûr, il reste des personnes qui sont inspirantes pour les autres, il reste des personnes qui ont mis en œuvre de manière convaincante certaines évolutions dans leur vie, mais cela n'efface jamais le fait que chaque personne est à pied d'égalité avec les autres, chaque personne a une contribution unique à apporter,
et qui peut être meilleure que celle de n'importe qui d'autre par rapport à une personne ou une situation donnée. Et donc je pense que ce modèle communautaire tribal, comme je l'appelle à la suite de Michel Maffezoli, en rappelant qu'une tribu, c'est une communauté dans laquelle chacun a inconditionnellement sa place dès lors qu'il le décide, et où finalement ce qui se donne à vivre entre les personnes est par expérience plus grand que les solutions que chaque personne pourrait trouver par elle-même. Et je pense que ce modèle est effectivement celui du monde en gestation, du monde qui est en train de naître. Et c'est précisément un cauchemar pour ceux qui sont au pouvoir, étant donné que eux sont des obsédés du pouvoir et donc ils veulent à tout prix avoir les autres sous leur coupe et sous leurs bottes. Et en étant sans limite dans leur appétit de richesse et de pouvoir. Quand on voit la manière dont Bernard Arnault s'est enrichi au cours de cette crise, excusez-moi, c'est obscène, pendant que les ménages français tirent de plus en plus la langue sous le coup du pillage et de la destruction de la France qu'organise le sociopathe qui est actuellement à sa tête. Et donc, s'il y avait un semblant de sens du bien commun, eh bien évidemment que M. Arnault et tous ceux qui se sont enrichis auraient à cœur de remettre massivement ce qu'ils ont engagé au service de la communauté et du bien-être des gens, des familles, du peuple. Mais ce sont des gens qui n'ont rien à fiche du peuple. Le peuple, c'est juste une vache à traire pour engranger le plus de lait possible dans un énorme réservoir. Et donc je pense vraiment que, pour revenir au début de mon propos, que cette crise, ce choc entre deux modèles, entre deux sensibilités, eh bien c'est l'effondrement de la modernité, avec son progressisme, avec sa compétitivité, avec son rationalisme morbide, avec ce qu'il peut y avoir d'obsessionnel dans le fait de contrôler la nature, le pays et le monde, et puis un modèle en émergence qui est celui de communautés, de tribus qui, elles, veulent vivre bien, veulent vivre regroupées autour des questions de sens et fondamentalement de vérité. Alors, bien sûr, aucun d'entre nous n'a la vérité absolue, aucun collectif non plus, mais il y a en nous une exigence de vérité, d'authenticité, de franchise, de sincérité. Et actuellement, on voit malheureusement ce vieux monde s'enfoncer dans des logiques de plus en plus sectaires. Beaucoup de grandes entreprises aujourd'hui sont dans des dérives sectaires gravissimes. Elles produisent des clones, elles formatent les sensibilités, les esprits, elles produisent des robots, elles demandent de leurs collaborateurs, elles exigent d'eux de fonctionner comme des robots. Tout ça pourquoi ? Pour nourrir la machine qui pompe les finances jusqu'aux propriétaires et aux actionnaires. Et donc il y a cette dérive gravissime, mais il y a aussi l'émergence de ce monde de demain. Alors, je le rappelle une fois de plus, ils ont le pouvoir, ils ont la force, ils ont la violence, ils ont la richesse, mais évidemment que le monde en émergence est doté de caractéristiques et d'atouts que le premier groupe ne peut même pas comprendre, et qui sont justement tous les trésors de notre empathie, de notre sensibilité, de notre générosité, du sens de la gratuité, et de cet appel fondamental de notre âme, disons-le comme ça, à vivre autre chose que le modèle faisandé qu'il cherche à nous imposer définitivement. Je vous remercie.